Toujours sur le plateau de Balance ton poste, on a débattu et comment de la vaccination obligatoire ou pas des soignants. Mais là, nous allons changer tout à fait de sujet puisque nous avons le plaisir de recevoir Olivia Schiappa. Soyez la bienvenue, on peut l'applaudir. Merci. Olivia, vous êtes réalisatrice, romancière, photographe d'art et vous êtes, c'est surtout notre débat de ce soir, vous êtes une femme transgenre. Et pour la clarté du débat, on va quand même préciser déjà deux mots. Auparavant, on entendait plutôt parler de transsexuel. Et là, je vous ai présenté comme femme transgenre. Quelle est la différence entre les deux termes? Et est-ce que vous acceptez le mot femme transgenre? Alors, oui, j'accepte tout à fait ce terme-là. Pour vous expliquer la différence entre les deux, ça fait à peu près un petit peu plus d'une dizaine d'années qu'on n'utilise plus du tout le terme transsexuel puisque ça a insinué que c'était un changement en fait qui avait un rapport avec la sexualité. Or, c'est un changement de genre social en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit transgenre puisque ça n'a pas de rapport avec ni le sexe ni la sexualité. D'accord. Et le deuxième mot qui va peut-être intervenir dans notre débat, c'est un mot anglais, dead name. Alors littéralement, ça veut dire le nom mort. Qu'est-ce qu'on entend pour les transgenres par nom mort, un nom qui est mort? Alors, ce qu'on entend par ce mot-là, ce sont c'est le prénom que la personne avait avant, qui était donné par ses parents. D'accord. Donc, du coup, moi, mon dead name, c'était Olivier. Mais normalement, il s'avère que je l'avais déjà donné avant, mais les personnes trans en général n'aiment pas du tout donner leur dead name. Donc, il ne faut vraiment pas leur demander. Je suis un peu une exception parce que j'avais la chance d'avoir une popularité un petit peu avant. Mais c'est vrai que souvent, à partir du moment où elles changent de nom, elles n'aiment pas du tout qu'on revienne sur l'ancien. D'accord. Alors, vous êtes né Olivier, c'est la dernière fois, je vous promets que j'utilise votre dead name, votre nom mort, vous êtes devenu Olivia. Est-ce que vous avez su très tôt qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que vous viviez une identité qui n'était pas celle que vous viviez de l'intérieur, celle qu'on vous assignait n'était pas la même que celle que vous viviez à l'intérieur? Alors moi, c'était très tôt, effectivement, peut-être vers 3-4 ans, où je l'ai formulé de manière très simple en fait à mes parents et où je voulais vraiment être exactement comme une petite fille. Et ils ont eu un rejet extrêmement violent par rapport à ça. J'ai formulé de manière très simple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour moi, j'ai leur montré que j'étais une petite fille, vraiment. Et ça prenait quelle forme? Vous vouliez vous habiller en fille, par exemple? Exactement. D'accord. Exactement. Et donc, du coup, ils m'ont plus que rejeté, ils m'ont vraiment renié à ce moment-là. Et donc, j'ai fait ensuite tout l'effet inverse, c'est-à-dire que pendant des années, je me suis masculinisé, j'ai fait tous les espèces de clichés de ce qu'on appelle la masculinité toxique. Donc, barbu, musclé, je faisais de la boxe, du jiu-jitsu, donc on était vraiment dans ces clichés-là. Et parce que je voulais avoir l'approbation de mes parents, être aimé par mes parents, et indirectement avoir l'approbation de la société, et être aimé par la société. Mais donc, comment vous viviez psychologiquement cette dissonance? Parce qu'il y avait une forme de trahison envers vous-même, en fait. Vous n'étiez pas fidèle à vous-même, à ce que vous ressentiez comme le vous-même. Oui, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça parce que le fait de vouloir absolument être aimé par eux et par les autres, c'était plus important pour moi, je pense, que d'être moi-même. Et je pense que j'étais lâche, je n'avais pas le courage de me dire je m'en fous, je veux juste être moi-même, quelle que soit la conséquence, que les gens m'aiment ou pas, ça m'est complètement égal. J'ai juste envie d'être moi-même. J'avais pendant... maintenant j'ai 42 ans, j'ai commencé à 41. On va revenir là-dessus. Je n'avais pas du tout la capacité de pouvoir prendre cette décision et avoir ce courage, en fait. Mais est-ce que vous manifestiez cette dissonance uniquement envers vos parents ou vous ouvriez de la chose auprès de proches, d'amis, de camarades d'école? Je pense que c'est compliqué. Tout le monde. En fait, j'étais en performance tout le temps. J'étais en performance d'extra-virilité. Et je suis rentré dans une espèce de moule un peu et de cette espèce de mec sexy, un peu le fantasme des gays, tout ça, et qui était insupportable parce que j'étais tout le temps, j'étais en performance, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit même dans ma vie amoureuse, dans ma vie sexuelle, j'étais en performance totale et c'était complètement épuisant. En fait. Alors, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous passiez de cette étape d'ultra-masculinité, comme vous le définissez, à une volonté de transformation, c'est-à-dire de mettre en adéquation votre genre et la manière dont vous le ressentiez? J'ai eu un déclic en fait l'année dernière, il y a un an à peu près, début juillet de l'année dernière. En fait, j'ai fait d'autres raisons différentes. En fait, j'ai fait une tentative de suicide et je suis resté 5 mois dans le coma. Tentative de 5 mois, 5 jours, pardon. Lié à ce... Non, lié à d'autres choses. D'accord. Mais je suis resté en fait 5 jours dans le coma
Et en fait, quand je me suis réveillé, j'aurais jamais dû m'en réveiller normalement. Et je me suis dit, en fait, à partir de maintenant, j'ai droit à une seconde chance. J'ai droit à pouvoir renaître comme j'en ai envie. Et en fait, à partir de maintenant, j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire que je pourrais perdre tous mes amis, je m'en fous. Je pourrais perdre tous mes employeurs, je m'en fous. Je pourrais avoir tout le monde qui me ridiculise sur les réseaux sociaux, ça m'est égal. Et plus que ça, j'avais la chance en tant que de plaire plutôt pas mal et d'avoir l'impression de pouvoir coucher avec à la fois tous les hommes gays que je voulais et toutes les femmes hétéros. Et je me suis dit, à partir de maintenant, peut-être que plus personne ne voudra coucher avec moi, ne voudra avoir envie d'aller. Ça m'est égal, en fait. Et j'ai envie de faire ça pour moi et je me lance et je m'en fous de tout. Voilà, c'était. Alors ça, c'est la décision. Maintenant, il a fallu la mettre en pratique. Donc, quelle est la première étape? La première étape, en fait, ça a été de voir il faut voir d'abord un psychiatre qui valide en fait que vous êtes bien une personne trans et qui fait une lettre pour que l'endocrinologue vous délivre en fait des hormones féminines, c'est-à-dire des estrogènes, c'est-à-dire de la progestérone et des bloqueurs de testostérone. Et en fait, je reviens juste un peu en arrière. Comment se passe l'entretien? Quel genre de questions on vous pose pour établir que vous êtes une personne trans? C'est des entretiens. On voit un psy pendant plusieurs semaines et qui va. C'est assez long. C'est très long, oui. Ouais. Qui va poser des questions sur tout un tas de choses et c'est lui qui va dire un jour c'est bon, je suis d'accord. Et moi, je voulais tellement que ce soit propre que j'ai vu 2 ou 3 psys, je me souviens, enfin 2 vraiment en parallèle pour avoir 2 lettres et vraiment faire mon truc bien. Donc ensuite, c'est un traitement hormonal. C'est ça, c'est l'endocrinologue du coup qui donne le traitement et après vous êtes lancé et avec les hormones, votre corps se change, vous avez une répartition des graisses qui devient féminine, vous avez une poitrine en fait qui pousse, vous avez tout un tas de choses comme ça qui changent et votre corps se transforme. Donc là, je suis en transformation, je suis en évolution, ça va durer encore plusieurs années. Mais comment s'appelle votre chien? Elle s'appelle Lilo. Et son dead name? Bonne vanne de Yann Moix, qu'on retrouvera bientôt dans un cabaret dont je vous donnerai les coordonnées plus tard. Mais c'est une expérience totalement, vue de l'extérieur comme ça, totalement incroyable. Comment on vit une transformation, même si elle est souhaitée, comme c'est votre cas, comment on vit une transformation aussi radicale de son corps? Écoutez, moi, depuis 1 an, je vis une espèce d'aventure complètement magique. C'est j'ai envie de dire, une constellation d'étoiles autour que je trouve assez incroyable. Et ça ne s'arrête pas, en fait. C'est-à-dire que j'étais à chaque nouvelle étape, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, ça ne descend pas, en fait. Je me sens tellement bien, tellement épanoui. Enfin, vous avez l'air, en tout cas, oui. Ah non, mais vous n'avez même pas idée à quel point c'est une année magique, mais incroyable. Et on m'avait dit... il y avait des femmes trans qui m'avaient dit, tu verras, quand tu vas faire ton coming out public, tu vas perdre tous tes amis hétéros, tous tes amis gays, toute ta famille, tu pourras traîner qu'avec des personnes trans. Donc on m'avait fait très peur, je me disais, je m'en fous. Je suis allé à la télévision, je suis passé sur votre chaîne d'ailleurs, où j'ai fait Vous avez bien fait. J'en ai parlé, voilà. Et en fait, ça a été tout le contraire. C'est-à-dire que j'ai conscience d'avoir un privilège et que c'est très, très rare. J'ai une très, très grande communauté sur les réseaux sociaux. Et il y a eu une espèce de mouvement d'amour comme ça qui m'a... Et il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux. Dans cette aventure, on a l'impression que c'est des personnes de ma famille. Là, j'étais en Thaïlande pour faire une vaginoplastie. Oui, j'ai reçu des dizaines de milliers de messages le jour de l'opération de soutien. Enfin, j'avais l'impression que tout le monde était avec moi. Vous en parlez, on a l'impression que c'est une renaissance. C'est exactement l'impression que j'ai eue, mais vous n'avez même pas idée à quel point. Justement, pour la vaginoplastie, quand je suis allé au bloc opératoire... Vaginoplastie, alors, on va rentrer dans les détails un peu techniques. Qu'est-ce qui se passe? Une vaginoplastie, d'abord, la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande, alors? Pourquoi la Thaïlande? Parce que... ça, c'était juste avant de rentrer... c'était 10 minutes avant d'aller sur le bloc opératoire, et la télévision, du coup, m'avait suivi jusqu'au bloc. Et c'était le plus beau jour de ma vie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'arrive, on me place dans un fauteuil roulant, je descends, mais c'était incroyable. J'ai avancé vers la lumière, j'étais dans une extase incroyable. Pourquoi la Thaïlande? Parce que, alors qu'en France, c'est complètement remboursé par la sécurité sociale, mais j'estime, en tout cas, pour moi, d'après toutes les recherches que j'ai faites, qu'ils ont 10-20 ans d'avance sur nous et qu'ils peuvent faire des choses absolument incroyables. Donc je suis allé voir celui qui est pour moi le meilleur chirurgien au monde. Et je l'ai fait là-bas, du coup. Alors, vous parliez tout à l'heure des choses qu'on peut dire ou pas dire. Ben voilà, dans le fauteuil roulant. En général,
en général, les personnes trans en fait n'aiment pas du tout parler de changement en fait de sexe. Parce que comme c'est un changement social, de genre C'est pas du social. tout la tête qu'on fait habituellement avant une opération. Ah non mais c'était. Je le dis franchement, mais il a peur des C'était piqûres. non, mais non. Vous avez même pas idée. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, vraiment, mais de loin. J'étais tellement bien. J'en avais rien à foutre que les caméras me suivent jusqu'au bloc opératoire. J'étais super bien. Bref, les personnes trans, en fait, demandent souvent, ils disent non, je fais un genre social pour la plupart des personnes trans ne veulent pas faire de changement de sexe. Et donc, du coup, ne me posez pas cette question parce que j'ai pas envie de vous dire ce que j'ai entre les jambes. Ça ne me regarde que moi et la personne avec qui je vis. Il s'avère que moi, je l'ai extrêmement médiatisé, donc je peux en parler pour ça. La vaginoplastie, donc, en quelques mots, ça consiste en quoi? Ça consiste à retirer en fait le pénis et à avoir un vagin, une vulve, exactement du coup comme une femme. Et grâce à ce médecin qui peut faire des choses incroyables, on peut avoir c'est plus que le même vagin en fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir des orgasmes vaginaux, des orgasmes clitoridiens, on a un pH à l'intérieur du vagin qui est exactement le même qu'une femme, c'est exactement pareil, l'odeur, le goût, tout est pareil. Voilà, c'est On vous fait confiance, Mais c'est une opération qui demande après d'autres opérations, un suivi très long, ou c'est quelque chose qui se fait assez rapidement, le changement définitif, je veux dire? Alors j'ai eu 5 semaines d'hospitalisation là-bas et j'ai eu 3 opérations en fait. Et ensuite, dont la dernière opération juste avant de prendre l'avion, c'était il y a quelques jours. Et j'ai pris l'avion, là je suis rentré, donc là c'est terminé en fait. D'accord. Alors il y a une différence qu'il faut quand même souligner, c'est qu'évidemment il n'y a pas d'organe reproducteur. La chirurgie ne va pas jusque-là. Ah non, pas du tout, non. Voilà. Non, mais Oui. vous savez, on se pose... Ça viendra. Non, mais dans un terrain inconnu comme ça, on se pose des questions qui vont vous paraître naïves. C'est peut-être le cas, Jérôme. Non, donc il n'y a ni organe reproducteur, ni je n'ai pas mes règles non plus. D'accord. Non, mais comme ça, c'est complet. Jérôme. J'ai une petite question parce que je le vois super épanoui, super heureux. Et c'est vrai que la plupart du temps, des gens dans son cas de figure, généralement, c'est un petit peu la galère. Vous n'avez jamais eu aucune difficulté parce qu'on a l'impression que c'est Disney, quoi. Tout a glissé. Alors, et on a déjà entendu des témoignages de personnes qui sont dans la même optique que vous, qui galèrent 10 fois plus. Comment ça se fait que vous, ça a l'air d'être si magique? Eh ben, en fait, j'ai envie de dire, c'est parce que les médias ont besoin de présenter tout le temps la transidentité comme quelque chose de tragique, de difficile, avec des personnages, des personnes en fait qui ont des problèmes mentaux souvent. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que j'ai attendu 25 ans pour le faire, parce que dès que je voyais à la télévision ou même au cinéma ou dans des séries des personnes trans, c'était absolument tragique, c'était terrible. Au cinéma, on avait chaque fois soit des personnes trans qui étaient ce qu'on appelle l'usurpatrice, c'est-à-dire une femme trans qui se fait passer pour une femme cisgenre. On dit cisgenre, c'est-à-dire née femme, ou alors on avait des serial killers comme dans le Silence des agneaux, et c'était terrible et c'était très pesant. Et à chaque fois qu'on voyait des reportages à la télévision, c'était tout le temps des personnes... C'est le parcours du combattant, c'est ça. C'est ouais. l'impression que ça donne quand les personnes rentrent dans le même schéma que Mais vous. c'est pas que ça, en fait. Moi, les personnes trans que je fréquente, en fait, elles ont un parcours... c'est pas hyper magique, c'est pas ça, c'est pas le mot. Vous dites Disneyland, c'est pas loin. Non, mais à partir du moment où on commence, tout est... Enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, je peux pas parler de choses mauvaises parce que je vis une expérience. Non, mais Jérôme a raison de inimaginable. souligner, c'est vrai qu'il a parlé de galère, parfois c'est plus qu'une galère, il y a des cas assez tragiques de gens qui, psychologiquement, le vivent assez mal, ou alors ça se passe pas aussi bien, peut-être qu'en Thaïlande, qui a l'air d'avoir une tradition dans ce domaine. Alors, c'est vrai, effectivement, mais c'est pas que ça, c'est juste que les personnes comme moi, jusqu'à présent, on ne les voyait pas à la télévision. En fait, vous voyez, c'est juste, il y en a... Mais la majorité, quand même, c'est des gens qui galèrent, quand même, qui ont des difficultés. Ça dépend des personnes trans. Hormis côté famille avec vos parents, où j'ai compris que ça a été difficile, est-ce que le regard des autres qui vous entourent... Mais même pas, parce que je vais vous parler de... Voilà, ma famille, moi, je m'étais dit, de toute façon, je le ferai quand j'aurai 60 ans, quand mes parents seront morts, et ma sœur sera morte, parce que je ne voulais pas qu'ils m'invalident, qu'ils l'utilisent pour me ridiculiser, pour me rabaisser. Et en fait, il s'avère que le hasard fait que j'avais coupé les ponts avec eux depuis quelques temps. Depuis des années, j'avais coupé les ponts avec ma mère, et elle m'a vu à la télévision en parler, et elle a repris contact avec moi depuis avril. Et aujourd'hui, c'est ma première confidente. L'histoire parfaite, là, vraiment. Elle m'appelle 2 heures par jour. Quand j'étais en Thaïlande, elle était là tout le temps en FaceTime. Et c'est absolument fabuleux. Donc, je ne peux pas inventer une histoire tragique, alors qu'elle était tragique avant. Le bémol, cela dit, c'est que du coup, vous l'avez entièrement financé vous-même. Et que ça, c'est pour le coup pas donné à tout le monde. C'est pas donné. C'est pour ça que quand
Combien ça vous a coûté Plus de 15 000 euros. Et quand je parle de privilège, c'est-à-dire que j'ai le privilège d'avoir une communauté fabuleuse sur les réseaux sociaux qui m'a aidé à pouvoir le faire. En fait, en échange de dons de 100 euros, j'ai donné mes photos aux personnes de ma communauté. Et en quelques jours, on a réussi à avoir une somme géniale. Et ça, j'ai conscience que c'est un privilège qui est très rare. Combien de temps ça prend en France pour le faire en France lorsqu'on n'a pas les moyens de partir en Thaïlande? Est-ce que c'est long aujourd'hui? Alors, tout dépend si vous voulez avoir les meilleurs chirurgiens en France. Si c'est les meilleurs chirurgiens, ça peut prendre plusieurs années. Plusieurs années, avec des résultats. Enfin, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai vu des résultats vraiment catastrophiques. Ouais, toutes c'est les ça, la filles galère trans que que je j'ai vues, elles avaient le vagin qui ressortait, elles avaient le vagin atrophié, elles avaient le vagin qui était vraiment pas... Enfin, il ne faudrait pas démoraliser non plus trop. Rokhaya. Ouais, pas, mais ce c'est vrai temps, que il génère peut-être une tension ou une souffrance dont peut-être fait état Jérôme. Et c'est vrai que on ne le voit pas chez vous parce que vous avez pu assouvir rapidement cette urgence C'est vrai, vous avez complètement raison, et c'est pour ça que je parlais en fait de privilèges que j'ai, c'est-à-dire que y a des personnes trans qui vivent complètement isolées, qui perdent leur travail, qui ont effectivement beaucoup de la loi française est assez difficile par rapport à tout ça. La chance démesurée que j'ai d'avoir une communauté qui me soutient, c'est pas donné à tout le monde. Donc j'en ai complètement. Vous avez changé vos papiers? Pardon, dernière très pratique. L'état civil, comment ça se passe? Je suis un peu feignasse en fait. Je l'ai pas encore fait. Mais c'est possible, c'est possible. Oui, c'est possible, mais même là en fait, c'est très long. Il faut passer devant un juge. Jusqu'à il y a 2 ans en France, il faut savoir que pour changer de genre sur ses papiers, il fallait être castré. Les gens ne savent pas, donc c'était c'est quand même violent et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour faciliter. Parce que les gens n'ont pas la chance et le privilège en fait que j'ai. Oui. Donc c'est l'occasion de le dire. Ouais. Rokhaya. Ça, voilà. Je voulais bonsoir pas Olivia. Bonsoir. Merci pour ce témoignage extrêmement précieux et c'est vrai que c'est bien de voir qu'il y a des personnes qui font leur transition de manière plus facile et voilà qui éprouvent beaucoup de bonheur. Mais je pense que c'est important effectivement, comme vous l'avez fait, de rappeler que la situation des personnes trans en France est assez difficile. Il y a une association que je suis notamment sur Instagram qui s'appelle AcceptST qui justement œuvre pour permettre aux personnes trans d'être prises en charge sur le plan de la santé parce que en réalité il y a quand même pas mal de discriminations qui existent notamment dans le monde médical parce que le fait d'avoir un corps qui n'est pas nécessairement en accord avec ce que la société attribue à un genre, ça peut exposer à des discriminations et parfois à des questions un petit peu intrusives. Tout à l'heure vous avez évoqué dans votre parcours le fait que vous ayez dû rencontrer par exemple un psychiatre. Je sais que en tout cas moi j'ai lu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient que justement c'était une intrusion qui faisait qu'en fait à un certain moment de leur vie il y avait une étape où en fait, de l'extérieur, on leur imposait de se conformer à un certain comportement, une certaine identité pour que leur transition et la manière dont ces personnes s'identifiaient soient validées par le corps médical. Et c'est vrai que c'est grâce aussi à des personnes qui ont beaucoup milité pendant très très longtemps que les changements ont été possibles sur les papiers d'identité. Aujourd'hui, les personnes trans sont, en tout cas quand on regarde les statistiques, pour beaucoup en situation de précarité. Elles sont aussi surreprésentées dans les personnes qui sont par exemple travailleuses du sexe et elles sont exposées souvent à des violences. Il y a des personnes... Si vous avez besoin d'une avocate, Olivia... Voilà, des personnes, je tiens quand même à... Voilà, je pense à une personne comme Vanessa Campos qui a été victime justement d'une violence qui a conduit à sa mort. Je pense que c'est important aussi de rappeler que si aujourd'hui vous êtes là, Olivia, et je le dis, enfin je pense que vous êtes beaucoup plus concernée que moi, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pendant des décennies, qui ont beaucoup souffert, qui parfois qui ont perdu la vie, pour vous permettre aujourd'hui d'être parmi nous et j'en suis très belle heureuse. plaidoirie, Voilà. Maître Diallo. Bonsoir. Est-ce que vous souhaitez vous adresser à Olivia? Pardon, répondez. Bien sûr, Alors, tout ce que vous venez de dire, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, vous venez, parce qu'on avait vu les questions avant, vous avez répondu à tout ce que je voulais dire après. J'aurais dit exactement la même chose et vous avez complètement raison. Il y a effectivement énormément de personnes trans qui sont précarisées, qui sont travailleuses du sexe. C'est pas anodin. Ce qui s'est passé pour Vanessa Campos dans une espèce les gens n'avaient absolument rien à foutre et c'est vrai. Il y a des gens qui se mobilisent, il y a des personnes trans qui se battent, il y a des personnes trans qui perdent leur vie. Et en fait, je fais partie de ces premières personnes trans qui ont ce privilège. En fait, ça me fait penser aux personnes gays, aux hommes gays qu'on commence à voir à la télévision, où tout a l'air bien, tout a l'air beau aujourd'hui, en oubliant les dizaines et des dizaines d'années de personnes qui sont battues pour leurs droits, qui ont galéré comme c'est pas possible. Et effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose de nouveau de pouvoir faire une transition heureuse, une transition épanouie. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette souffrance et dans cette précarité. Quand on parle de personnes transmigrantes notamment, de personnes transracisées où ça monte encore plus dans les difficultés.
On est dans une société qui est effectivement très dure. Moi, aujourd'hui, dès que je rentre dans un magasin, sans ouvrir la bouche, parce que j'ai la voix un peu grave, là encore, parce que je suis méga Vous feignasse. étiez aussi bavard avant ou c'est depuis? Ça n'a pas changé. Alors là, c'est la question de la soirée. J'adore. Et tout ça, quand même. Il n'a pas envie de prendre les Vous avez le droit de faire un peu d'humour ou c'est- Oui, on a le droit, on a le droit. Ah, mais ça fait Mais 3 c'est, fois, Yann, là. Olivia, Mais oui, il y a effectivement énormément et j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Et quand vous C'était le rentriez dans un but. magasin, quand Geoffroy. vous rentrez dans un Quand je rentre dans un magasin, magasin, même sans parler, avec un masque et tout le monde me dit bonjour monsieur. Hein. C'est donc et les gens le voient, ils le savent et tout. Donc c'est pas toujours effectivement c'est facile. C'est moi qui ai décidé à ce que ma transition soit positive et soit belle et soit tout ça. Mais la société fait quand même en sorte que ce soit pas Geoffroy. forcément le cas. Alors moi, je vous prie de m'excuser. Je pense que je vais un peu briser l'unanimisme et l'enthousiasme autour de ce plateau, mais T'es en payé fait. pour ça, mec. Et très bien. En réalité, je suis assez triste et un peu inquiet aussi pour la société vers laquelle on se dirige. Non, mais attendez, vous allez comprendre pourquoi. En réalité, moi, ce que je trouve triste, c'est que votre histoire, elle est relativement marquée par la souffrance. Vous l'avez pas dit tout à l'heure, d'ailleurs, mais il y a l'histoire évidemment avec vos parents, cette blessure d'enfance. Et puis, vous n'avez pas expliqué les raisons de votre tentative de suicide, mais moi, je me souviens parce que je vous suivais avant. C'est une histoire glauque, sordide. Vous avez été victime d'un harcèlement atroce sur les réseaux sociaux, et je l'ai jamais vécu dans ces proportions-là, mais je comprends très bien qu'on veuille mettre fin à sa vie. Si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est que il y a ces souffrances et puis ces questionnements que vous avez depuis manifestement très longtemps. Et à un moment donné, vous apportez comme réponse cette transition. Moi, ce qui m'interpelle depuis quelques années dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'en fait, je constate, et je pense que c'est d'ailleurs réel, que en fait, beaucoup de gens se posent ces questions d'identité de genre, etc. C'est un débat médiatique récent, mais en réalité, je crois que ça a toujours existé, les gens qui s'interrogent sur leur identité. Et aujourd'hui, si vous voulez, je me demande si vous réalisez, je sais que c'est pas votre intention parce que vous avez l'air très sincère, mais si vous réalisez qu'en fait vous participez d'une forme, si vous voulez, d'ambiançage médiatique et qui confine parfois même un peu à la propagande, c'est-à-dire que en gros, on a pendant longtemps montré la face compliquée de tout ça, et aujourd'hui vous venez nous présenter le visage radieux. Moi, je pense que ces questionnements, en gros, le fait de croire que le sexe, le genre n'est pas inné, mais est une construction et qu'on peut le choisir. Je pense que c'est une mauvaise réponse apportée à des questionnements que beaucoup de gens se posent. Et quand je vois l'explosion du nombre de gens qui se déclarent aujourd'hui non-genrés par rapport à la société il y a 30, 40, 50 ans... Vous voulez dire que c'est quoi? C'est une mode? Non, c'est même pas qu'une mode. Justement, je pense Il a qu'on parlé de propagande. on a, C'est encore plus grave. L'un n'empêche pas l'autre. Je trouve ça grave. L'un n'empêche pas l'autre. Honnêtement, moi, ça me La propagande, Mais finissez, Geoffroy, et on laisse La répondre Olivier. propagande, c'est ce que je crois qui se met en place dans les médias notamment. Et c'est pas une question de mode, Rokhaya. C'est vraiment une question de réponse apportée à des questionnements et parfois à des souffrances que je trouve, si vous voulez, complètement chimérique et illusoire. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est dans la société de demain, si on apporte cette réponse-là à tous les gens. Il y a pas longtemps, il y a eu un témoignage à la télévision qui a beaucoup heurté les gens. C'était un gamin de moins de 10 ans qui se déclarait femme. Et si vous voulez, je trouve que Quel est le risque Il se déclarait pas femme. C'est- Il l'était. c'était Il n'a une pas voulu blessure, changer de corps, il voulait récupérer le corps qui lui était dû. Eh ben, je crois que c'est faux. En fait, voilà. Je vois bien que vous avez peur d'un bouleversement civilisationnel. Exactement. Mais quel est le risque, en fait? Eh ben, le risque, c'est que des gens intelligents comme Yann, par exemple, disent aujourd'hui, il n'a pas voulu changer de corps, il a voulu récupérer le corps qui. C'est elle. Enfin, bon, en l'occurrence. Non, mais, Moi, j'avais compris que la question s'adressait à Olivia, mais peut-être qu'il y a eu d'autres expériences à faire valoir. Henri. Henri. Mais je fais pas peur. Je non, mais raconte, Olivier. Si vous êtes dans le système médiatique et vous avez un message et vous dites aux garçons ou peut-être aux jeunes ados à la maison qu'attention, faut pas le faire, vous lui mettez la pression, c'est existe déjà dans la société. Attendez, je vais te répondre, Raquel. Ça a des effets. Finissez, Geoffroy, et la réponse d'Olivia. C'est vrai que c'est pas vraiment une question. Je réponds à juste Raquel, pardon, je finis juste cet échange avec Raquel. On a commencé ça au tribunal cet été, on va terminer maintenant. Non, ce que je voulais dire juste, Raquel, c'est que voilà. Et c'est pas fini, mon pote. Non, mais il y a deux façons. Parce que tu as déjà perdu, tu sais déjà que tu as perdu. Oh mon Dieu. Non, c'est Et pas le les débat. enfants, Vous le dites ça franchement. suffit. Franchement, Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux façons d'aborder la question. Moi, honnêtement, je fais attention. Et je constate que quand on dit c'est génial, c'est une femme, il veut juste récupérer son corps, je trouve ça trop facile et je suis pas certain que ce soit un bon modèle pour la société. Olivia. En tout cas, que ce soit quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur à ces gens. Je trouve que c'est trop Tu facile. réponds pas sur le risque. Mais c'est quoi qui te gêne fondamentalement alors? mais parce que moi, C'est je pense que- Olivia moi, je pense qui que était concernée par la question. S'il vous mais j'ai plaît, pas s'il vous compris. plaît. Olivia, Olivia. Alors, je vais essayer de répondre parce qu'il y a plusieurs choses là. il y a Ah oui, trois je ne le choses. fais pas dire. Alors déjà, vous avez parlé effectivement du harcèlement dont j'ai subi. C'est vrai que ça a été très très médiatisé à l'époque. C'est venu jusqu'aux menaces de mort sur les lieux où j'allais, de travail et tout. C'est effectivement une chose qui est pas banale quand ça vient de la part de milliers et milliers de personnes, de comptes. Voilà, c'est une chose que font les réseaux sociaux. Oui. Une cabale en gros, de militants LGBT, si je me souviens bien quand même.
Oui, c'est trop long pour en parler là, mais, Ouais, mais bon, ça compte. Mais Olivia, sur en ça, fait, oui ou non? oui. C'était les LGBT, oui ou non? C'était des personnes radicales, en fait, des personnes militantes radicales. D'accord, LGBT. Oui. D'accord. Voilà. Il s'avère que, voilà, par rapport à ce que vous dites, je n'ai pas trouvé une solution pour aller mieux par rapport à mon suicide. C'est très différent. C'est-à-dire qu'après mon suicide, je n'en avais plus rien à foutre. Et donc, je pouvais faire ce que j'aurais dû faire depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait, si j'avais vu quelqu'un comme moi à la télévision, comme vous disiez tout à l'heure, qui a l'air vraiment heureuse et tout bien, si je l'avais vu 25 ans plus tôt, j'aurais fait ma transition 25 ans plus tôt. Mais tout ce que j'avais vu à la télévision me terrifiait. Et vous parliez de propagande, par exemple. Il faut savoir que des enfants trans, en fait, comme moi je l'étais, il y en a toujours eu. C'est pas du tout une question de mode et tout, que ce soit trans ou non-binaire, il y en a toujours eu. Il s'avère que ces enfants avant, vous n'aviez pas le temps de les voir grandir puisqu'ils se suicidaient. En fait, ils étaient suicidés beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes, et on ne savait pas vraiment pourquoi ou quoi que ce soit. Ils se suicidaient soit enfants, soit adolescents, soit adultes, parce que la société leur reniait leur propre identité et voulait les invisibiliser. Oui, mais Alors moi, Non, il n'y a pas de... Oui, je suis un peu entre les deux. Je ne suis pas complètement seule parce que... En fait, Moi, je ça part comme ça au fur et à mesure. Non, mais si- Laurence si- et Karim, il nous reste très peu de temps, s'il vous plaît. Moi, Soyez bref. là où je ne partage Soyez pas bref. l'idée de Geoffroy, c'est qu'effectivement, je pense que ce n'est pas un phénomène de mode parce que... pas dit ça, hein. Non, mais aller se faire opérer, tout ça, c'est une démarche très difficile qui ne se fait pas sur un coup de tête. Il y a beaucoup d'étapes. Donc je pense qu'il y a une véritable demande ou une véritable souffrance qui, à un moment, doit prendre fin justement dans ces démarches. Ça, je vous comprends. Moi, j'ai suivi, quand j'étais nutritionniste, beaucoup de gens qui... parce que quand on prend des hormones, si vous voulez, c'est très difficile de prendre des hormones, de transformer son corps, etc., notamment sur le poids. Mais là où j'ai une petite hésitation aussi et je suis gênée, c'est effectivement chez les enfants. Moi, je pense qu'un enfant, avant qu'on puisse vraiment dire qu'il est trans, il faut le laisser un peu grandir. Alors, juste, je vais vous couper. En fait, attendez. Quel âge? Je ne sais pas, mais La majorité au moins, non, mais pas la majorité, c'est pas une question d'âge, mais au moins, moi, quand j'ai vu cet enfant tout petit sur un plateau télé, ça me dérange. Parce que je trouve qu'en plus, effectivement, on n'a pas à mettre sur un plateau télé un enfant pour, effectivement, mettre le doute. C'est La réponse, gênant. Olivia, Alors, il nous attendez, reste une minute. je vais vous couper Olivia, juste, Karim, excusez-moi. Yann. Non, 15 secondes, Eric. Mais tout de suite mettre dans la case trans un enfant... Oui, on a compris ce que vous voulez dire, en fait. Olivia. Je vais vous couper juste pour vous dire... Non, Olivia, en fait, non, il reste très peu de temps. allez-y. Oui, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand un enfant naît, vous lui imposez un genre social par rapport à ses parties génitales. C'est-à-dire que vous dites, toi, tu seras un petit garçon dans tout ce que ça va aller dans le genre social. Toi, tu seras une petite fille par rapport au genre social. Il faut juste écouter les enfants des fois. Si un enfant ne se sent pas dans ce genre-là, il faut vraiment écouter les enfants. Vous lui imposez un genre par le prénom, par la coupe de cheveux, par les habits, par les couleurs. Qui impose, Olivier. Comment C'est la nature. non, la nature, elle impose juste des parties génitales. c'est Mais là après, que c'est tout le problématique, reste, parce que là, tout pour ce qu'a mettre en va aimer cause un quelque enfant chose, ou et là, pas, je te rejoins, c'est la c'est- société qui l'impose. Et des fois, il faut savoir écouter les enfants. Si un enfant dit ça ne me convient pas, ça n'est pas moi, C'est pas pour autant écoutez-les. que- Olivia, je suis désolé, il faut vraiment qu'on écoutez-les quand même. accélère. Je suis désolé, Oui, il nous reste d'accord, vraiment accélérons. très peu de temps. Je Mais vais je suis entendre pas les trois d'accord avec derniers vous, chroniqueurs, voilà. Karim, mais vraiment très rapidement. Non, mais moi, si je suis honnête, Karim, si je suis totalement honnête, je vais vous dire que, au demeurant, je suis culturellement assez éloigné de ces phénomènes de transformation. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je ne suis pas familier avec ce genre de phénomène. Je ne dis pas que je suis totalement à l'aise, mais à y réfléchir, comme le Dieu auquel je crois est très tolérant et très respectueux à l'égard d'autrui, quand je vous entends, je me dis, Olivier s'est suicidé, il y a une renaissance en Olivia qui me paraît épanouie, qui me paraît heureuse, qui me paraît trouver sa place à la société. Et ça, même si je suis culturellement éloigné, je ne peux que le constater et être heureux pour vous. Il y a un premier pas. Un premier pas a été franchi, Yann. Je vais juste... Ça fait pas mal. Moi, je vais Et être après, un peu Olivier, c'est terminé je vais être un peu désagréable. Je vais être un peu désagréable avec mes amis. Quand j'entends parler de phénomènes, de trans, de ceci, de mode, etc. En fait, je me mets un petit peu en colère parce qu'il y a quand même une raison objective. Il y a quand même quelque chose de biologique. Lorsque le sexe chromosomique, chromosomique, pardon. Lorsque le sexe chromosomique Il est tard. ne coïncide pas avec le sexe anatomique, il y a quand même un dysfonctionnement à la base qui est d'ordre biologique, technique. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous avez quelqu'un qui ne trouve pas sa place, non pas dans la société,
non pas dans son entreprise, mais dans son propre corps, qui sent bien que son vrai corps est ailleurs et l'attend quelque part, et que ce n'est pas celui que la naissance lui a imposé, parce qu'il y a un dysfonctionnement, une distorsion entre ces deux sexes. Bien sûr qu'on ne parle pas de sexualité au sens de sensualité, mais on parle quand même d'organe génital. Et effectivement, la société nous a imposé un genre qui a le malheur de coïncider avec le sexe qu'on a à la naissance. Et donc on est formaté une bonne fois pour toutes dans quelque chose qui nous empêche peut-être pas de mourir, mais qui nous empêche de naître. 15 secondes, Eric. D'accord. Alex. Olivia, vous l'avez dit, vous avez une grande communauté sur les réseaux. Hier, quand vous avez annoncé votre venue sur notre plateau, il y a plein de gens qui ont répondu en dessous en disant fais attention, ils sont pas forcément bienveillants sur ce plateau. Ah bah, en tout cas, sur votre Twitter, il y a eu des centaines de messages d'une haine. Je sais. Donc c'était juste pour rassurer tout le monde, rassurer votre communauté. Rare, pourtant. On accueille nos témoins avec C'est bienveillance. très bienveillant, mais là, vous avez pas eu de chance. On accueille nos témoins avec bienveillance. Il peut y avoir des incompréhensions, mais on sait recevoir Parce que les gens pensent que nos c'est un témoins. en tout cas. caprice de changer de sexe. C'est une question de vie ou de mort. J'arrive pas à comprendre qu'on soit Oui, puis violent. il y a sur ce aussi sujet. parfois un traitement médiatique très focalisé sur le changement violences, anatomique, sur tous les sur les sujets. maquillages, etc. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles les personnes trans, des fois, hésitent à aller dans les télés parce qu'il y a un côté spectaculaire. On l'a vu d'ailleurs quand vous avez montré les photos d'Olivier. Là, le public a... Et on peut penser qu'à la maison, les gens ont fait... Et c'est ça qui est spectaculaire. Et donc, il faut faire attention à ne pas trop spectaculariser. Et je trouve que ce soir, on l'a fait correctement en étant à l'écoute. Bah, c'est bien. Et dans la Faites chroniqueuse et critique en même temps, ça vous arrange. On gagne du temps. Ce sont simplement des gens qui naissent plus tard que les autres. Bon, très bien. Ouais. Ça, c'est En une tout belle cas, conclusion, mais la conclusion est pour Olivia. Non, oui, je la suis conclusion est pour complètement vous. d'accord avec vous. Est-ce que d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé du débat? Voilà. Non, vous étiez Peut-être c'était que très bien. Une Raquel est exception près, mais satisfaite. c'était... Non, mais c'est un c'était débat vraiment bien. contradictoire, c'est normal. hein. Oui, mais c'est... Vous voulez parler de Rocaillard? Je crois pas. Ouais. Oui, Rocaillard Je était crois d'une pas en fait violence. qu'il y ait de débat à avoir sur l'identité de quelqu'un, genre je suis pour ou contre votre identité. C'est très violent. Oui. Je l'ai déjà vécu par rapport au débat qu'il y avait au moment du mariage pour tous, où on avait très vite des débats sur pour ou contre votre existence, ou pour ou contre l'existence de vos familles. Moi en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, si à la fois je vais sur des plateaux télé qui sont populaires, comme vous dites, et si j'ai cette communauté sur les réseaux sociaux aussi qui est aussi grande, c'est que je permets à des tas de jeunes Olivia qui ont peut-être 15 ans, qui ont peut-être 20 ans, de leur montrer ce que moi j'aurais adoré voir. Donc je leur fais vivre toute mon aventure au quotidien, depuis le début et tout. Et à la fois, je leur montre ce que j'aurais adoré voir, et à la fois, j'essaye d'éduquer à ma manière sur les réseaux sociaux les personnes cisgenres comme vous, c'est-à-dire nées femmes ou nées hommes, et qui sont en accord avec leur genre de naissance, et de leur montrer ce que c'est, parce que je me dis, s'ils peuvent avoir de l'empathie pour moi, s'ils peuvent m'aimer, s'ils peuvent m'apprécier, alors ils pourront aimer et apprécier toutes les autres personnes trans qui n'ont pas le privilège d'être là. Donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, cherchez Olivia Schiappa, D'ailleurs, un jour, CIA2PA. on espère un jour que le mot de trans disparaîtra. Peut-être. Point.